la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Je me suis dit pourquoi pas parce que je sens l'énergie. Je vous avais proposé dans les sondages dans la communauté, pour ceux qui l'ont vu, les messages de l'âme. Un message de l'âme en 3 choix. Donc je ne sais pas si ça va être en 3 choix. Je vais me laisser guider et je vais voir ce qui vient par rapport à mes intuitions, par rapport à mes ressentis. Je vais me laisser guider. Je vais voir ce qui vient. Je ne choisis pas les messages, voilà, je vais découvrir les messages et les ressentis en même temps que vous. Donc prenez, le plus important, c'est d'être dans l'accueil et de se laisser guider dans cette vidéo et de ressentir la vibration et de ne pas chercher à analyser tout de suite. C'est ce que je ressens. De ne pas chercher à analyser parce que c'est un message de l'âme. Comment les âmes communiquent entre elles, c'est de vibration à vibration et c'est de cœur à cœur. Il n'est pas question de l'ego dans ces cas-là. Donc, d'essayer, tant que faire se peut, de laisser un peu votre mental et votre ego de côté pour ressentir le message. Et pour cela, peut-être de faire de faire des petits exercices de respiration, 2-3 minutes, d'inspirer et d'expirer pendant 2-3 minutes et de bien vous asseoir, de bien vous centrer et de demander de votre côté à recevoir les messages que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant, les messages qui sont justes pour vous. Voilà, petite introduction et petit conseil avant de commencer la guidance. Ne prenez uniquement ce qui résonne. Donc on va commencer. Je vais boire mon petit thé. N'hésitez pas à prendre le temps de vous installer. Je viens de me rendre compte que j'ai pas branché mon micro. Je vais prendre le temps de le brancher quelques instants. Le temps que vous preniez le temps de vous installer, je vais brancher le micro. Je pense qu'on aura une meilleure réception du son. Ça me parle dans la guidance de meilleure réception, d'émission et de réception. Donc je vais revenir tout de suite après. Donc je coupe la caméra quelques instants, le temps de vérifier le branchement du micro. Je reviens de suite. Voilà, c'est nickel chrome, le micro est branché. Donc je ressens le temps de me poser, de m'installer. Je vous laisse prendre le temps de vous installer de votre côté, de vous centrer, de faire quelques exercices de respiration, de bien vous asseoir et de bien vous ancrer. C'est important. Je pense que ça va demander beaucoup de concentration et de lâcher prise pour recevoir ces messages. Donc on va commencer. Je sens qu'il n'y a pas de message général. On va commencer dans le vif du sujet. Alors, je vais faire en 3 choix et on va voir ce que ça donne. Pour le premier choix, pour ceux et celles qui choisissent le premier choix, message de l'âme intemporel, c'est avec le petit Bouddha rieur. Choix numéro 1 avec le petit Bouddha rieur. Voilà. Choix numéro 2, ça sera avec... On me demande de prendre vraiment des objets particuliers. Donc là, c'est une représentation de Léonard de Vinci. Au Louvre, c'est la Seine. Choix numéro 2 avec cette représentation. Donc on a une représentation plutôt religieuse et plutôt biblique pour le choix numéro 2, si ça vous appelle. Et puis le choix numéro 3, je vais prendre avec l'œil de tigre, cette pierre, œil de tigre, pour le choix numéro 3. N'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre, pour écouter le choix qui vous appelle le plus. Donc moi, je vais commencer avec le Bouddha rieur pour le choix numéro 1. Je prends le temps de m'installer. Je vais mettre ça de côté. J'ai pas beaucoup de place avec le micro. J'essaye de faire comme je peux, hein. J'ai une petite table basse, hein, donc j'ai pas beaucoup de place.
Donc, je vais vous mettre votre choix ici. Voilà. Justement, ils sont dans l'ordre. On va prendre un tarot pour chaque choix. Donc, pour le choix du Bouddha Rieur, c'est le choix avec le Alice Deck, le tarot d'Alice au Pays des Merveilles de Disney. Je ressens vraiment cette énergie de prendre le temps et de se poser. Parce que pour bien réceptionner les messages. Alors je ressens dans mon canal intuitif, dans mon canal médiumnique, de vous proposer comme un exercice. On m'amène de plus en plus à vous faire travailler votre intuition de l'autre côté de l'écran. Que c'est, bah voilà, c'est une autre manière de canaliser, que ça ne soit pas tout le temps moi qui canalise. Donc j'adore faire ça, hein, mais que pour vous, de votre côté, ça soit instructif et constructif pour développer aussi votre intuition, de voir les messages qui vous viennent. Déjà de ressentir l'énergie du choix numéro un dans votre propre vibration. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport au Bouddha Rieur, par rapport au tarot, le Alice Deck? Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, est-ce que vous avez des intuitions, des émotions, des images, des ressentis qui vous viennent? De vous laisser aller, éventuellement de prendre une feuille et un crayon et de noter ce qui vous vient. Comme ça vous permet de voir de votre côté ce que vous avez ressenti, si c'est en corrélation avec ce que je vais vous dire, ou si ce sont des messages complémentaires, pour un petit peu faire le parallèle. Ça vous permet de faire travailler votre intuition en synchronicité, en synchronisation. Donc n'hésitez pas de mettre sur pause et d'aller chercher un crayon et un papier, si vous le souhaitez. Alors, pour le choix numéro un, pour les messages de l'âme, je ressens un message de l'âme pour le choix numéro un, voire deux messages de l'âme, je ressens. Un, voire deux messages de l'âme. Quels sont les messages de, s'il vous plaît, le guide de lumière, pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui ont choisi le choix numéro un du Bouddha Rieur, pour le choix numéro un du Bouddha Rieur, quels sont les messages de l'âme, ici et maintenant, pour le choix numéro un, avec le Bouddha Rieur? Quels sont leurs messages de l'âme? Quel est le message de l'âme? J'ai eu la carte à l'envers pour le dos de deck, mais je ressens que c'est pas important. Ça peut se lire, pour le choix numéro un, ça peut se lire autant la carte à l'endroit qu'à l'envers. Donc je vais voir après. En dos de deck, on a le 8 de fleurs. Donc c'est un tarot de Marseille, revisité. Donc le 8 de fleurs, ça correspond au 8 de bâton. Dans le tarot Smith, le tarot traditionnel Smith, c'est le 8 de bâton. Là, c'est représenté la série des bâtons par des fleurs. Le 8, c'est l'énergie. Enfin, le 8 de bâton, c'est beaucoup d'énergie. Oui, c'est beaucoup un afflux d'énergie. C'est des échanges rapides, des échanges d'énergie, des échanges de communication assez rapides. Ça peut parler de communication sur Internet, mais pas forcément. Là, on parle d'échanges d'énergie assez rapides. Le 8, l'énergie du 8, ça peut parler de l'énergie du karma. C'est aussi l'énergie de l'abondance. Là, on parle d'abondance financière. Là, ce que je ressens, je vais voir comment c'est lié au message. Pour certaines personnes, il y a peut-être il y a un karma au niveau de l'énergie financière, de l'abondance financière, au niveau du matériel et de l'argent qui se débloque. Il y a une libération de karma au niveau
de mémoire ou de croyances en lien avec l'argent, l'abondance financière qui se débloque, qui se libère. Il y a une libération d'énergie à ce niveau-là. Donc là, on parle d'abondance. Donc la carte principale, nous avons l'as de fleurs, donc c'est l'as de bâton. Donc on parle de nouveau départ, de nouveau commencement. Euh, Ce nouveau départ, la signature de ce nouveau départ, il arrive grâce à une libération. Donc une libération de mémoire, de karma, au niveau de de son lien, de sa manière de se connecter avec l'abondance financière. Alors, on me fait un point focus sur l'abondance financière pour le choix numéro un, mais ce que je ressens, ce n'est pas que l'abondance financière. Ce qui est pointé du doigt, c'est l'abondance financière dans ce message de l'âme, mais c'est aussi toute forme d'abondance qui gravite autour de ça. C'est aussi l'abondance de valeur, sa propre valeur, le fait, sa propre estime de soi-même, son propre amour propre, c'est lié à une histoire de valeur. Accorder de la valeur aux choses comme aux gens, comme à soi-même. Une valeur qui est juste, qui est équilibrée. Une valeur qui devient tangible. C'est une valeur ajoutée, j'entends une valeur ajoutée qui va pouvoir s'inscrire dans la matière. Une reconnaissance de valeur peut-être. Peut-être une reconnaissance de ses propres valeurs, de vos propres valeurs à vous-même, de votre propre valeur à vous-même, de la valeur de votre travail, de ce que vous fournissez comme travail, ce à quoi vous vous investissez, ce à quoi vous œuvrez, ce vers quoi vous tendez. Il y a une valeur ajoutée, oui, une nouvelle reconnaissance. Donc ça peut être de ce fait-là une nouvelle reconnaissance d'un point de vue matériel et financier. De, comme, comment on peut dire ça? Comme effet, comment on appelle ça quand, j'ai pas le mot, quand, par effet, du fait que ça suit une longueur d'onde, une certaine logique, par effet, enfin, je crois que vous voyez ce que je veux dire, mais le mot ne me vient pas. L'as de bâton, ça parle aussi de créativité, de fougue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro? Donc là, je vois pas trop le rapport avec le message de l'âme. Je pense que pour le choix numéro un, c'est le message de l'âme dans le sens où c'est un message qui vient d'une énergie subtile, d'une énergie qui n'est pas forcément visible ou très concrète ou très dense. On est plutôt sur une énergie subtile. Ce sont des libérations subtiles, pas forcément perceptibles. Alors, pour le choix numéro un avec le Bouddha rigueur. Pour le choix numéro un avec le Bouddha rigueur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai trop de cartes. Quel est le message de l'âme pour le choix numéro un? Quel est leur message de l'âme pour le choix numéro un avec le Bouddha river? Je vais essayer de travailler en même temps avec les cartes et en même temps je switch parce que en même temps que je bats les cartes, je suis clairsentiente, donc je ressens des énergies dans mon corps. Donc j'essaye comment dire, de hiérarchiser et de vous dire les choses dans l'ordre. Parce que sinon je perds le message ou je m'y perds. Donc je vais prendre le temps de me poser. Parce que je ressens beaucoup de choses. Enfin, je ressens que le message n'est pas très fluide. Il y a un manque de fluidité, donc ici il peut y avoir des doutes. Je parlais de la valeur, de l'estime de soi, de la valeur qu'on accorde aux choses comme aux gens. Il y a des doutes, il y a des hésitations,
on n'est pas sûr de recevoir la bonne fréquence, les bons messages, les signes de la vie peut-être qu'on peut recevoir, on doute. Euh, il y a un doute par rapport aux messages qu'on reçoit entre l'émission et la réception de messages, de fréquences plus subtiles, il y a des doutes. Enfin là, c'est plutôt des doutes par rapport à des ressentis, par rapport à sa capacité à recevoir ses propres ressentis, à écouter son intuition, à bien capter les messages, dans le sens que les messages, oui, il y a des doutes. Donc là, on est plutôt sur des énergies de valeur, d'estime de soi, de confiance en soi et d'affirmation de soi, le dernier chaînon. Et là, on est plutôt sur l'estime de soi et la confiance en soi. Il y a quelque chose qui vient impacter ou qui vient faire jouer une corde sensible pour le choix numéro un au niveau, ça se situe au niveau de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et il y a quelque chose qui vient faire bouger une corde, enfin toucher ou bouger une corde sensible à ce niveau-là. Pas que ça vient piquer comme quelque chose de douloureux, mais il y a quelque chose qui, vous savez, comme l'énergie que je ressens, c'est comme quand on pince un instrument de musique à cordes. En fait, on fait vibrer la corde sensible d'un instrument et en fait, ça envoie des vibrations. Et il y a des vibrations qui sont enfin, comment dire? Il y a comme un jeu de cordes sensibles. Il y a des cordes. En fait, c'est comme si à l'intérieur, il y avait un instrument à cordes qui était en train de jouer, enfin, comme quelqu'un qui gratte une guitare, qui est en train de jouer une mélodie et qui fait jouer la corde sensible de chaque corde de l'instrument et ça envoie des vibrations à l'intérieur. Il y a des jeux de vibrations en fait. C'est très très subtil. C'est pour ça que je vous dis, c'est une énergie subtile. Il y a des jeux de vibrations. Comme quand on... En fait, c'est un petit peu... C'est le fait de se concentrer, de se recentrer sur soi. Pourquoi c'est important et de prendre le temps pour trouver l'accord juste, la mélodie juste en soi. C'est pour trouver la bonne note, celle qui nous correspond à un instant T, la note qui vibre à l'intérieur de nous-mêmes. Quel est le message à l'intérieur de nous-mêmes? Quelle est l'émotion qui veut ressortir, qui est véhiculée? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes? Et pour capter la bonne vibration, le bon message, et pour être sûr de soi, ça demande, en fait, c'est une question de vibration, de capter et d'être en résonance avec la bonne note, la bonne mélodie et la bonne vibration intérieure. Pour un petit peu comme accorder, c'est un petit peu comme accorder ses violons et accorder un instrument de musique. Quand on accorde une guitare ou quand on accorde un piano, en fait, c'est un jeu d'accords qui est très subtil pour aller trouver le bon accord et la bonne vibration pour chaque note. Pour qu'après l'instrument soit, après pour qu'on joue d'un instrument, ça soit fluide, ça soit mélodieux et l'instrument, quand on joue en fait, c'est comme un musicien, si vous voulez. Pour ceux qui sont musiciens vont comprendre. Un musicien, il a besoin que ce soit un guitariste ou un pianiste. Il a besoin de passer du temps avant, par exemple, d'être sur scène ou de jouer un concert, il a besoin de passer du temps avec son instrument pour accorder chaque note, chaque vibration, chaque corde. Et en fait, il développe son sens de l'écoute au niveau auditif. Il écoute la vibration. En fait, il l'écoute et la ressent à l'intérieur de lui-même, comment ça vibre à l'intérieur de lui-même et qu'est-ce que ça, l'écho que ça donne et la résonance. Est-ce que c'est la bonne résonance? En fait, c'est vraiment un jeu subtil à trouver à chaque instant. En fait, ça demande une certaine discipline et en même temps, c'est un art de trouver la bonne résonance et la bonne vibration avec soi-même à chaque instant. C'est une écoute intérieure qui est très subtile et qui est très centrée.
et qui demande beaucoup d'écoute et qui demande de se caler sur des ressentis. En fait, on n'écoute pas avec son oreille, en fait, c'est une extension de l'oreille, on écoute avec son cœur, on écoute avec son corps, comment ça vibre dans le corps. Peut-être que pour le choix numéro un, ça pourrait vous, en fait, je l'ai canalisé dans une dernière vidéo, ce qui pourrait nous faire du bien. Je crois que c'est la vidéo pour les énergies du week-end. Écouter de la musique, ça permet de travailler notre oreille interne, en fait. Ça permet de travailler aussi notre écoute intérieure. La musique, elle émet des vibrations et en fait, comment ça vibre dans notre corps? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui vient se jouer à l'intérieur de nous comment le corps y répond à cette mélodie? Parce que ce sont les vibrations du corps qui répondent. Parce que la peau est très sensible. Ça vient toucher des capteurs en nous, en fait. Comment ça résonne? Est-ce que c'est harmonieux ou est-ce que c'est disharmonieux? Pareil avec les situations, les gens, les relations à l'extérieur de nous, c'est trouver la bonne fréquence, le bon dosage, comme trouver la bonne fréquence sur une station radio. Quand on est en médiumnité, ce qui est difficile, c'est de trouver la bonne fréquence. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un exemple que je vous donne, de garder votre discernement quand une personne est en médiumnité, utilise son canal médiumnique pour vous transmettre des messages, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver la bonne connexion, le bon dosage et la bonne vibration synchronisée au bon moment à l'instant T. Ça demande beaucoup de pratique et d'exercice. Et des fois, c'est aléatoire. Alors, il y a peut-être des gens dans le choix numéro un qui essayent de développer leur écoute intérieure, leur ressenti au niveau du corps, au niveau de leurs facultés extrasensorielles. Ça demande beaucoup d'écoute, de pratique. C'est votre écoute interne en fait, qu'il faut développer. L'écoute de votre corps, l'écoute des vibrations à l'extérieur de vous et la résonance. Ce qui vient de l'extérieur, comment ça vient résonner en vous? Qu'est-ce qui vient se jouer en vous? Quelle est la mélodie qui se joue en vous? Quelle résonance, quel écho ça crée? C'est une écoute intérieure et une écoute extérieure, dans le lien, dans les échanges énergétiques, entre l'émission, entre ce que je donne et ce que je reçois, et la transmission. C'est ça être un canal aussi. Et je suis encore en apprentissage, hein. J'ai envie de dire, quand on est canal, quand on canalise des messages, on est toujours en apprentissage, hein. On peut pas dire, ça y est, je maîtrise la chose à 100%, je suis optimale. Non, non, on a toujours des apprentissages, et on a toujours des level up et des paliers à franchir, hein. Et des fois, on peut même régresser d'un palier pour après mieux monter. On n'est jamais... celui qui dit qu'il maîtrise à 100%, à 1000%, j'ai envie de dire, oui, bah, pourquoi tu es sur Terre? Alors, on sait que tu n'as plus rien à apprendre. Après, c'est possible, hein, mais ça, à mon avis, c'est quelqu'un qui a pratiqué qui a une écoute et une oreille interne magistrale et qui a pratiqué pendant des années et des années, hein. J'ai envie de dire, qu'est-ce que j'entends par des années? Je pense que c'est quelqu'un qui a pratiqué toute sa vie pendant plus de 20 ans. C'est quelqu'un qui est musicien. Quand on est musicien, j'ai envie de dire, on a cette écoute et cette oreille interne depuis qu'on est petit. On est, même avant de pratiquer un instrument, on est déjà musicien dans l'âme. C'est comme si on a pratiqué déjà à la naissance, on est déjà en train de pratiquer sans le savoir. On a déjà cette écoute et cette observation intérieure et extérieure pour quelqu'un qui est musicien ou artiste. Le 5 de lance, ça reprend ce que je viens de vous dire, c'est le 5 de bâton, c'est d'aller trouver, de toucher la corde sensible chez les gens. Oui, c'est ça. Pourquoi des fois il y a des conflits entre soi-même et les gens? C'est parce qu'on n'arrive pas en fait, à trouver le terrain enfin, on n'arrive pas à trouver la bonne vibration, en fait, on n'est pas sur la bonne vibration et sur la bonne résonance, donc on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc ça crée des tensions sur la ligne énergétique, je parlais de ligne énergétique, et c'est ça qui crée des conflits d'intérêts ou des conflits énergétiques
qui crée des conflits dans la matière et dans les relations, parce qu'il n'y a pas encore cet équilibre et ce dosage pour trouver la bonne justesse et la bonne vibration. C'est une histoire de résonance. Et pour être en résonance avec les autres, ça demande de trouver sa propre justesse et sa propre résonance à l'intérieur de soi, à chaque instant, parce que ça peut évoluer. Qu'est-ce qui vibre en soi à chaque instant, en résonance avec les événements de l'extérieur aussi. Avec l'ermite inversé, ça demande d'arrêter de se cacher, d'arrêter de fuir le contact, d'arrêter de se cacher, d'aller se confronter pour aller jouer sa propre mélodie. Ça demande d'aller, ça demande comme un musicien d'oser sortir de sa chambre comme les musiciens qui jouent dans leur chambre. Par exemple, comme Elena, pour ceux qui ont regardé la Star Academy. Elena, en fait, elle a une belle voix et elle a toujours chanté dans sa chambre. Jusqu'au jour où elle a passé le casting de la Star Academy. Et là, les gens, sa famille, se sont rendus compte de son instrument, de sa corde vocale, de ce qu'elle était capable de faire et de chanter. Elle est sortie de sa cachette. Elle a commencé à se dévoiler sur des plateaux. Elle a chanté pour un public. Et c'est là où elle a pu découvrir sa propre résonance, sa propre mélodie intérieure. Et elle est rentrée aussi en résonance avec des personnes qui sont comme elle. Enfin, c'est un exemple. Si je ne pense pas, mais si Elena, tu passes par là, un petit coucou. J'ai pas d'autre message pour le choix numéro un, pour le message de l'âme, pour le Bouddha Rire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça a résonné juste avec vous, à me laisser un petit commentaire. Je serais ravie de vous lire et de partager avec vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Je vais passer pour le choix numéro 2. Je vais prendre le temps de me poser. Et puis, je vais me mettre dans une autre posture parce que j'ai des fourmis dans les jambes. Ouh là là, oui, j'ai des fourmis dans les jambes. Je suis pas sûre que ça vous intéresse, hein, mais voilà. Le fait de parler à voix haute et des fois de dire des choses à droite à gauche, de dire ce que je pense, ça me met à l'aise. Ça me permet de me sentir plus à l'aise. Alors, pour le choix numéro 2. Alors, j'avais dit pour le choix numéro 2, c'est la petite image. Si j'arrive à la trouver. Alors, pour le choix numéro 2, Léonard de Vinci, la scène. Pour le choix numéro 2, bienvenue à vous. Je vous laisse regarder l'image. Je vais vous demander de faire le même exercice que pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 1, c'est de... Désolée, hein, j'ai vraiment des fourmis dans les jambes, j'ai obligé de prendre mon temps parce que c'est quand on a des fourmis dans les jambes, c'est pas du tout agréable. Peut-être qu'il y a un signe ou une synchronicité pour vous, comme je ressens dans mon corps. Euh, pour vous, pour le choix numéro 2, c'est de trouver la bonne posture au niveau du corps. Donc là, on parle d'énergie au niveau de votre corps physique, de trouver la bonne posture. Et aussi de trouver la bonne posture et la bonne attitude dans les relations. Pour le choix numéro 2, je vais prendre le tarot akashique. Donc c'est un tarot qui est particulier. Alors pour le tarot akashique, pour le choix numéro 2, je vais mettre le petit Bouddha rieur de l'autre côté. Pas être perturbé. Je vais vous mettre votre carte là. Voilà. Je vous la mets là, votre petite carte. Alors, pour le choix numéro 2, je vais vous demander de faire ce petit exercice, si vous avez le temps de prendre une feuille et un crayon et de vous dire ce qui vous vient en intuitif, de vous centrer, de prendre le temps de respirer
et de laisser venir les intuitions, les émotions ou les images qui vous viennent, ou les mots, et de noter ce qui vous vient sur une feuille. Même si c'est juste un seul mot ou pas du tout, c'est pas grave, le principal c'est d'essayer. Donc je vous laisse le temps. Vous pouvez mettre sur pause si ça vous aide. Comme ça, vous allez voir si de votre côté, ça rentre en résonance et en corrélation, et si avec des messages complémentaires que, avec mes propres ressentis et les messages que je vais vous délivrer. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça, je serais ravie de vous lire. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le message de l'âme pour le choix numéro 2? Avec cette image de la scène de Léonard de Vinci. Pour le choix numéro 2. On m'appelle sur la scène. Donc là, c'est SENE, mais moi, on m'appelle sur la scène comme une scène de spectacle. SCENE. Ça, ça, ça peut peut-être vous parler, on parle d'une scène. Ça peut être une scène de spectacle, monter sur les planches, monter sur scène. Et ça rejoint le choix numéro 1 d'ailleurs. Si vous avez hésité avec le choix numéro 1, il y a peut-être des messages complémentaires. Alors, pour le choix numéro 2, quel est le message de l'âme? Le message de l'âme pour le choix numéro 2. Le message de l'âme. On parle de voyage ici. On parle de voyage, de cheminement de voyage, de déplacement, de faire de la route. Est-ce que c'est un cheminement intérieur ou plutôt un voyage géographique, un voyage terrestre? Euh, on me demande, en fait, on me demande de regarder cette image. Ça me parle d'être attablé, ça me parle de l'énergie de la table dans. Pourtant, j'ai pas ce jeu, hein, mais ce qui me vient, c'est l'énergie de la carte de la table dans le Béline. Dans l'oracle Béline, je crois qu'il y a une carte où, en rapport avec la tablée ou la table. Donc ça peut me parler de repas de famille ici, de repas, d'organiser un repas, de festivités, de réunions autour d'une table, des gens qui se réunissent, enfin voilà, qui se côtoient, qui discutent ensemble, qui peuvent se parler autour d'un repas, autour d'une table. La table, ça a vraiment plusieurs symboliques, hein, même au niveau historique. Des fois, pendant des périodes de guerre, euh, il y avait les chefs des armées des camps opposés qui venaient se rencontrer sous une tente et qui venaient s'asseoir ensemble pour discuter. Avant de lancer les hostilités, ils essayaient de trouver un terrain d'entente et ils s'asseyaient à une table et en dessous d'une tente. Et il y avait comme d'autres personnes qui étaient témoins et qui faisaient les arbitres. Donc ça me parle ça, c'est un peu spécial, hein. Ça parle peut-être de repas de famille, de se réunir autour d'une table, d'organiser un repas. Ça peut me parler de réconciliation ou plutôt de festivité ou plutôt d'hostilité, comme les deux chefs d'armée de camps opposés. Soit ils arrivaient à trouver un terrain d'entente et il n'y avait pas la guerre. Soit ils arrivaient, il y en a un qui par exemple, enfin je disais moi je déclare forfait, puis il levait le drapeau blanc. Et puis voilà. Et puis il rentrait chez lui et
ou soit ce qu'on lui proposait c'était pas suffisant, donc il faisait quand même la guerre. Enfin, généralement, c'était rare qu'ils arrivaient à trouver un terrain d'entente parce que quand on avait des peuples ou des nations qui voulaient rentrer en guerre, généralement c'était pour une question de pouvoir, une question d'argent, et surtout pour une question de conquête de territoire. C'était rare qu'un chef des armées voulait laisser le territoire à un autre chef des armées et disait non, non, bah moi je plie bagage et je m'en vais. Non, non. Normalement, il y avait quand même conflit et combat. C'était plutôt protocolaire à l'époque de se réunir sur une tente pour essayer de trouver un terrain d'entente pour éviter la guerre. En général, il y avait quand même, enfin, je peux me tromper, hein, mais en général, ça menait quand même dans la majorité des cas, ça menait quand même à un conflit, à une guerre. Mais c'était protocolaire, c'était les formalités d'essayer de se rencontrer, par peuple opposé, enfin, bref, c'était très protocolaire. Est-ce que pour le choix numéro 2, ça peut me parler de quelque chose qui est vain? Par exemple, pour un repas de famille, des fois, je sais pas, moi ça me parle par exemple de fêtes de famille où il y a des gens qui se retrouvent à se côtoyer enfin, sous un même toit et alors qu'en fait, par exemple, on sait que ce sont des personnes qui ne s'entendent pas du tout et que il y aura pas, en fait, au fond de nous et chaque personne le sait qu'il y aura pas de réconciliation possible. Mais c'est juste pour dire, bah voilà, on s'organise autour d'un repas, c'est voilà, c'est les formalités, c'est protocolaire, alors qu'on sait que ça mènera nulle part. Un petit peu comme les temps de guerre où on se réunissait sous une tente, mais il allait quand même avoir la guerre et le conflit. Je suis désolée, ça me fait sourire parce que l'énergie que je ressens, c'est oui, bah en fait, on respecte les formalités, on fait bonne figure, c'est avant de se cogner, de se taper dessus. Enfin, je ne parle pas de violence physique, c'est métaphorique, hein. Là, j'utilise la métaphore pendant l'histoire quand il y avait les guerres. On se réunit, mais on sait que, enfin voilà quoi, c'est juste une formalité, puis après on passe aux choses sérieuses quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Et pourtant, c'est très bizarre ce que je ressens parce que on a quand même une représentation religieuse et biblique. Là, c'est vraiment pour canaliser le message, hein. Ça n'a rien à voir avec la représentation réelle de ce que ça signifie ce tableau, hein. Entendons-nous bien, hein. Je ne veux pas me mettre à dos les gens qui sont, enfin, la religion, hein, bien évidemment. En fait, c'est une métaphore pour nous faire comprendre le message, pour nous faire comprendre quelque chose. Je sais plus si on dit métaphore ou comparaison, d'ailleurs, à chaque fois je me trompe. Euh, Ça peut me parler de... Il y a beaucoup d'énergie dans le choix numéro 2. En fait. Je pense qu'il y aura peut-être beaucoup de personnes. Ça me parle de guerre de religion, de conflits d'intérêts liés à des religions, liés à des dogmes. J'ai même des conflits d'intérêts liés à de l'argent. Ouais. Mm. Ça me parle de beaucoup de choses, hein. Ça peut me parler de ça, hein. J'ai deux rois, j'ai deux fortes têtes, en fait. C'est marrant, je parlais de deux camps, avant enfin, de me pencher sur ces deux cartes, j'avais l'image de deux camps opposés, de deux chefs des armées de camps opposés, qui sont prêts à se faire la guerre et qui vont se réunir en dessous d'une tente, autour d'une table pour discuter. On a deux rois différents. Donc on a deux autorités à part égale, qui ont chacun un statut élevé. Et donc on a deux autorités, ça peut être deux institutions, deux autorités, deux situations sur un terrain d'égalité en termes de pouvoir ou en termes de statut. C'est marrant, mais en fait ce que je ressens c'est que ça peut parler au niveau mondial. Je sais pas pourquoi, hein. Je le dis quand même, hein, mais bon, normalement c'est un choix pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Je vois pas le lien entre, enfin bref, mais je le ressens. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un cheminement commun. C'est comme si deux situations ou deux personnes devaient passer par le même chemin, devaient passer par les mêmes épreuves et par le même cheminement
pour comprendre quelque chose, en fait, pour comprendre quelque chose de part et d'autre. Ça me parle de voyage et de cheminement. On a quelqu'un qui, en fait, on a deux techniques différentes, hein. On a un des rois qui utilise des plans, donc qui fait des plans, qui utilise plutôt son intellect pour fomenter des plans. Parce que là, il voit qu'il y a un obstacle, il y a un portail, il y a une barrière qui n'est pas ouverte, donc en fait, le chemin, il est bloqué à un moment donné par ce portail. Ou est-ce que c'est lui? En fait, il y a deux situations possibles. Soit le portail, il est fermé et ce roi essaye de trouver une solution pour lever cet obstacle et pour quand même passer outre. Ou ce portail, il est fermé à sa volonté pour se protéger d'éventuels envahisseurs. C'est marrant, mais pour le, le choix numéro 2, on me parle de stratégie qui était adoptée pendant les guerres. Ça me parle de stratégie comme jouer aux échecs, que chacun avance son pion. Est-ce que dans le choix numéro 2, vous êtes dans une situation qui vous demande de faire preuve de stratégie? Est-ce qu'il y a un jeu de répondants de part et d'autre, comme des jeux d'échecs? Vous attendez que la personne en face ou la situation en face avance son pion ou fait son action pour vous faire votre action. En fait, ce que je ressens dans cette situation, c'est qu'il n'y a même pas d'objectif ni de but. On ne sait même pas pourquoi il y a besoin de stratégie enfin bref, que c'est comme s'il n'y avait pas de but. Il n'y a pas de but et il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de destination finale en fait à cette situation. Ce que je ressens, c'est dans cette situation, c'est de se poser la question, mais c'est quoi le but de ces stratégies, de ces jeux de questions, je me rends, de ce système de se renvoyer la balle? En fait, c'est pour mener où tout ça en fait? Parce que là, je vois pas de but et je vois pas d'objectif. On a un des deux rois qui est plus orgueilleux, on dirait, un peu plus fier, un peu plus aventureux. On a la période de l'hiver, si ça vous parle. Est-ce que c'est une situation qui s'est déroulée en hiver? Est-ce que ça se déroule depuis l'hiver? L'hiver, ça peut me parler aussi d'une période de gestation, quelque chose qui est bloqué, qui est figé. Hmm. Peut-être dans cette situation, chacun a besoin de réfléchir de part et d'autre de son côté, de reprendre ses pions, de reprendre ses armées, et d'aller réfléchir de son côté, quoi, et de mettre les choses en stand-by, quoi. Je suis désolée de parler comme ça, c'est comme ça que je ressens les choses. En fait, elle est très, je sais pas. Je sais pas ce qu'on essaye de me dire pour le choix numéro 2. Je comprends pas, en fait. C'est comme si dans ce choix numéro 2, en fait, c'est comme si qu'on essaye de vous faire comprendre si cette situation vous parle ou parle pour une personne en face. C'est quoi le but de tout ça? S'il y a des stratégies, des jeux de stratégie, des jeux de manigance, euh, de, de préparer ou de fomenter des plans, c'est quoi le but? C'est quoi l'issue en fait? Quelle issue vous attendez en fait? C'est quoi c'est quoi pour vous la meilleure solution et la meilleure option, la meilleure issue? C'est même pas une option. C'est quoi la destination finale en fait? À partir de quel moment vous vous êtes dit j'ai atteint mon objectif et ma destination finale? Parce que là, en fait, on a l'impression d'une situation qui n'a ni but, ni fondement, ni objectif. Comme marcher, mais on ne sait même, on fait un parcours, on ne sait même pas quelle est la destination finale. À quel moment on peut se dire j'ai atteint mon objectif? Si tant est qu'il y a un objectif et si tant est que ce soit judicieux, qu'il y aurait un objet, si tant est que cette situation soit judicieuse. Enfin, je ne sais pas. C'est des questions à se poser pour le choix numéro 2. C'est très nébuleux.
Cette situation, elle demande de ça, elle demande de faire oui, bah c'est ce que je ressentais en fait. C'est ni plus ni moins, enfin en fait c'est inconscient je pense, mais c'est une question d'ego. Est-ce qu'il y a un orgueil qui a été touché, l'orgueil d'une des deux personnes ou dans une situation qui a été touchée, qui a été blessée, et de ce fait-là, bah, l'ego quand il est, qu'est-ce qu'on fait quand notre ego et notre orgueil il est blessé? Bah notre ego il fomente des plans. Ben oui, mais enfin l'ego il va dire comment je peux répondre moi. C'est un jeu de répondant en fait. Comment moi je peux lui renvoyer la balle? C'est à qui va renvoyer la balle, que ça sera le plus, enfin, voilà, le plus spectaculaire, le plus au point où la personne, elle sera tellement, enfin, c'est un petit peu l'énergie de je vais c'est quoi l'expression? Je vais lui clouer le bec, lui fermer son, lui fermer son clapet. Vous savez cette expression où on a envie, on dit je vais aller lui clouer le bec à celui-là ou à celle-là. C'est ce que je ressens en fait. C'est je vais faire une action où au point elle aura, enfin voilà, elle pourra, elle aura pas d'action derrière, il y aura plus rien à faire, c'est échec et mat. Vraiment, le but c'est de faire échec et mat ici. C'est il y a une question d'ego et d'orgueil. Mais je ressens c'est nécessaire d'en passer par là. Des fois, c'est nécessaire d'en passer par bah, en fait, ce que je ressens, et je peux me tromper, hein, des fois c'est nécessaire d'être dans son ego et dans son orgueil parce qu'on a quelque chose à apprendre. Et peut-être on, peut-être c'est une, peut-être c'est un pouvoir personnel à récupérer aussi. Quand l'orgueil a été touché, il y a, en fait, on a besoin de reprendre du poil de la bête, on a besoin de peut-être de récupérer un pouvoir personnel, d'aller réaffirmer sa valeur et ses positions. Parce que l'ego, enfin l'ego, en spiritualité, on a beau dire ce qu'on dit, mais l'ego, on en a quand même besoin. Je veux dire, on est un être humain et bah, on a besoin d'un minimum d'ego quand même, d'un ego qui est quand même construit. Si on a zéro ego et que l'ego n'a pas pu se construire pendant le développement de l'enfant, généralement, comment dire, on a une construction qui est bancale en fait. Quand on a un ego qui est pas construit, on a une construction qui est bancale parce que l'ego, ça quand même, d'une certaine manière, ça quand même, ça permet quand même. Après, ça demande d'être équilibré, mais d'une certaine manière, ça permet quand même de s'affirmer et de construire son amour propre. Donc peut-être que là, il y a une question d'amour propre qui n'a peut-être pas été construit ou un pouvoir personnel qui a été repris, qui a été perdu, et il y a besoin de réaffirmer une valeur, de réaffirmer une position, de se réaffirmer tout court. Et dans ces cas-là, ça serait peut-être ça, cet objectif en lui-même. Mais dans ces cas-là, de savoir pourquoi on fait les choses, quelle est l'intention derrière et jusqu'où on est prêt à aller. Est-ce qu'on est OK avec ça? Et est-ce qu'on est OK avec les conséquences éventuelles que ça va générer de part et d'autre et l'impact que ça va générer? Est-ce qu'on est OK? Est-ce qu'on est OK avec la manière de faire les choses ou on préfère faire autrement? Ça, c'est des questions à se poser pour le choix numéro 2. Donc, je vais en rester là pour le choix numéro 2 parce que je sens que c'est une situation, en fait, c'est une situation assez complexe pour le choix numéro 2. N'hésitez pas à écouter votre intuition et de voir si ça vous parle ou pas. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez aimé, à partager. Je vous souhaite une bonne journée pour le choix numéro 2 et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, je vais passer au choix numéro 3. Le choix numéro 3, qu'est-ce que j'avais décidé de prendre? C'était l'œil de tigre. Bienvenue à vous, ceux et celles qui ont fait le choix numéro 3 de l'œil de tigre. J'espère que vous allez bien.
Donc, je vous laisse le temps de vous installer. Moi, je vais prendre le temps de me poser et puis de me recentrer. Je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo. Alors, pour le choix numéro 3, j'ai décidé de sélectionner le tarot de Buffy contre les vampires. Alors, je vais vous mettre votre pierre ici. Donc là, c'est le message de l'âme. Donc n'oubliez pas que ça reste tout de même un message qui est collectif, c'est pas un message qui est personnalisé. Ne prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre intuition et de laisser le reste de côté et que vos choix sont de votre responsabilité et vous appartiennent, bien évidemment. On ne prend pas ces décisions en se basant uniquement sur un tirage de cartes. C'est très important. Alors, je vais vous demander de faire le même exercice pour le choix numéro 3. Je l'ai demandé aussi pour les deux choix précédents. Si ça vous intéresse de le faire, il n'y a pas d'obligation, c'est pour vous apprendre à développer vos ressentis et votre intuition et pour ressentir en fait, sans avoir d'outils, de vous connecter à cette pierre, de vous connecter à vous-même en faisant par exemple des exercices de respiration et de voir les messages qui vous viennent en intuitif ou bien au niveau corporel, au niveau des sensations physiques, au niveau visuel, si vous avez des flashs, des images, si vous avez des mots qui vous viennent, de prendre une feuille, un papier, un crayon et de d'écrire les premiers mots qui vous viennent. C'est pour tester. Si vous n'avez rien qui vous vient, ce n'est pas grave. C'est pour vous entraîner à développer votre intuition, à mieux la canaliser. Comme ça, vous allez voir si ça rentre en corrélation avec ce que je vais vous dire. N'oubliez pas que ce sont mes propres ressentis, donc ça ne fait pas office de vérité absolue. Et que ça peut changer à tout moment. Alors, pour le choix numéro 3, avec l'œil de tigre. Là, je ressens une communication qui s'accélère. Euh, un débit de parole qui est assez rapide. Peut-être de l'envie d'aller vite, l'envie de se presser, de se précipiter, peut-être de l'impatience, je ressens. Je ressens de l'impatience et de la précipitation pour le choix numéro 3. Le message de l'âme. Donc là, c'est le message de l'âme. Quel est le message de l'âme pour le choix numéro 3? Le message de l'âme, le message d'une âme. Quel est le message de l'âme pour le choix numéro 3? Je ressens que ça peut être le message d'une âme spécifique et en particulier. Quel est le message de l'âme pour le choix numéro 3? S'il vous plaît, les guides de lumière. Pour le choix numéro 3. J'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai un arcane majeur et j'ai le 6 de faux. Le 6 de faux, c'est le 6 d'épée. Et en dos de deck, j'ai le 2 de faux. Je vais reprendre une troisième carte. Quel est le message de l'âme pour le choix numéro 3? Pour le choix numéro 3 avec l'œil de tigre. Quel est le message de l'âme? Bon, j'ai deux cartes qui sont tombées, je vais les prendre à l'envers. Alors, on a la carte du monde. Je vous montre les cartes d'abord. Donc, on a le monde. Avec le pronom le, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est ciblé en particulier. Il y a une énergie spéciale, il y a quelque chose qui est ciblé en particulier, il y a une spécificité. Il y a un point focus qui est mis sur quelque chose parce qu'on a le monde. Alors, on a deux cartes d'épée. On a le 7 de faux en dessous qui est à l'envers. Donc c'est le 7 d'épée.
on a quelqu'un qui s'en va sur la pointe des pieds, qui essaye de ne pas faire de bruit. En fait, on a l'impression dans cette scène que on a un personnage qui souhaite s'échapper sur la pointe des pieds avec grande discrétion pour ne pas être vu, perçu, pour sortir ni vu ni connu, ne pas être entendu. Et c'est comme s'il s'arrange pour ne pas faire tomber ses armes, pour ne pas que ça fasse du bruit, ou pour ne pas se blesser lui-même. Donc là, ça me parle de discrétion. Ça me parle peut-être de partir sur la pointe des pieds. On a quelqu'un qui veut passer inaperçu avec le monde, parce que le monde, c'est la visibilité, hein. Le monde, c'est les réseaux sociaux, le monde, c'est on est reconnu, on est en pleine lumière, on est en ouverture, enfin, on est, en fait, le monde, c'est l'énergie, on est dans la foule, et on passe pas inaperçu. On est visible, on est perçu de tout le monde. Et là, on a plutôt quelqu'un qui veut justement passer inaperçu. Mais je ressens quand même quelqu'un qui veut se montrer. Ça peut être une énergie, les 2 énergies, quelqu'un qui aime être discret, mais en même temps qui a envie de se montrer. Oui, on a quelqu'un qui se cache parce qu'en fait, là, on a un loup-garou et le loup-garou, en fait, il a besoin en fait, il se met en retrait quand c'est la pleine lune dans certains, notamment dans certaines séries, pour ne pas, être attrapé par des chasseurs de loups-garous ou même des civils, hein, pour ne pas être attrapé. En fait, il s'isole, il est en solitaire généralement peut-être dans un coin reculé, dans une forêt, pour se transformer en loup-garou à l'abri des regards en fait, pour ne pas être vu. Et donc ça parle de faire quelque chose à l'abri des regards. Ça me parle de transformation avec le 6 de faux, une transformation qui se fait à l'abri des regards. Peut-être parce que cette transformation, pour bien, enfin bref, pour se sentir à l'aise, on a besoin que ce soit fait à l'abri des regards. Pareil, d'une peur de blesser avec le 7 de faux, comme quelqu'un qui a peur de faire tomber les armes et qui pourrait avoir peur de se blesser parce que par exemple ça pourrait tomber sur ses pieds. Il pourrait se couper enfin un orteil ou un pied. On a quelqu'un qui a peur de se blesser ou de blesser les autres. Parce que le loup-garou, quand il se transforme, j'ai envie de dire, il n'a plus aucun contrôle, hein. Le loup-garou, enfin, quand l'être humain se transforme, quand on a un être humain qui est lycanthrope, on appelle ça la transformation, c'est la lycanthropie, qui se transforme en loup-garou, il n'a plus aucune notion, il n'a plus ce côté raisonné de l'être humain. Il est dans son animalité, dans sa bestialité, et il n'a plus conscience de ce qu'il fait en fait. Quand il se réveille au matin, il sait même pas, en fait, il a aucun souvenir de ce qu'il a fait la nuit en étant loup-garou. Donc il peut y avoir une peur de ne pas contrôler certaines choses, de ne pas contrôler une transformation, de ne pas réussir à contrôler ses gestes, ses mouvements, son corps. Je ressens comme quelqu'un qui serait un petit peu, qui se sentirait comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, qui aurait peur de casser, qui aurait peur de se casser lui-même, qui aurait peur, quelqu'un qui a peur de déranger, quelqu'un qui a peur de, je sais pas, quelqu'un qui a peur de prendre trop de place, quelqu'un qui a peur de s'exprimer, de bouger son corps, ouais, quelqu'un qui a peur de se déployer. Quelqu'un qui voudrait que les choses, que c'est un petit peu comme quelqu'un qui a un contrôle pour se sentir protégé bien, c'est chaque chose à sa place et on bouge pas, les objets ne doivent pas, les gens sont à telle place, j'ai enfin, telle relation pour, en fait, il y a une sorte d'ordre ou de, je sais pas, ou en fait, on a fait comme une sorte, on a compartimenté. Là, je ressens comme le fait de compartimenter les choses. Que la personne, une personne qui a besoin de compartimenter chaque domaine de sa vie, chaque relation,
pour se sentir, pour se sentir à l'aise en fait. Pourtant, je ressens que ce loup-garou a peut-être des choses à enseigner. Peut-être que ce loup-garou, ça fait longtemps, ça fait des lunes et des lunes qu'il se transforme, qu'il est habitué à se transformer, ben voilà, qu'il a une sorte de routine pour sa transformation, et peut-être qu'il peut enseigner, parce que le pape, c'est l'enseignant. Peut-être qu'il a peur ou qu'il n'a pas envie d'enseigner. Il pourrait peut-être, c'est métaphorique hein, ce que je vous dis, mais il pourrait enseigner à d'autres loups-garous comment se transformer, comment accueillir la transformation et qu'est-ce qui se passe pendant la transformation. Lui pourrait enseigner à d'autres loups-garous, initier enfin des novices qui se transforment en loups-garous. Parce que le loup-garou, c'est la transformation, la transmutation. On a quelqu'un qui peut enseigner l'énergie de transformation, qui peut enseigner, qui peut parler, oui, qui peut enseigner l'art de la transformation, de la transmutation. Ça peut me parler, si ça vous parle, c'est l'énergie de la flamme violette avec Saint-Germain ou la flamme violette, c'est l'archange Zadkiel, je crois, mais je ne suis pas sûre. Ça doit être le comte Saint-Germain et l'archange Zadkiel pour la flamme violette. C'est la flamme de la transmutation. On a quelqu'un qui peut commencer à transmettre, peut commencer à donner des conseils, à enseigner. Oui, parce que là, on a le proviseur Snyder. Donc là, c'est le proviseur de l'école, c'est le directeur de l'école. Euh, Oui, on a quelqu'un qui peut-être, parce que le proviseur de l'école, il veut pas, comment dire, dans cette série, il veut pas se mêler avec les adolescents, il pense que les adolescents, c'est tous des, des délinquants. Il est là pour faire la police un petit peu dans les couloirs et pour faire des remontrances aux élèves, mais il n'a pas trop envie de prendre le temps de discuter ou de faire de la prévention ou d'essayer de se mettre à la place des jeunes. Il n'a pas trop envie, le professeur. Ce proviseur Snyder dans la série Buffy, non, non, il prend tous les jeunes du lycée pour des délinquants. Et notamment, il a dans sa ligne de mire Buffy. Il la voit comme une délinquante. Je sais pas. On a peut-être quelqu'un qui peut enseigner à des jeunes. Alors, je sais pas, des jeunes adultes, des jeunes à l'école, des jeunes ça peut me parler dans des quartiers de jeunesse, j'ai peut-être des gens qui ont peut-être une mission de vie et qui seraient peut-être à l'aise dans des métiers qui pourraient éventuellement leur correspondre. Attention, ça peut pas parler à tout le monde, mais j'ai peut-être ici des éducateurs sociaux, des éducateurs dans des quartiers jeunesse, des gens qui ont, enfin bref, dans des centres aérés, dans des colonies de vacances, des animateurs, des éducateurs. Mais là, j'ai plus des éducateurs, des animateurs, j'ai aussi des conseillers dans le monde carcéral, des conseillers en réinsertion. Je peux avoir des gens qui peuvent être excellents pour conseiller des jeunes ou même des jeunes adultes qui veulent se réinsérer dans le monde professionnel ou dans le monde social ou qui peuvent toucher au milieu carcéral. Alors ça peut pas parler à tout le monde, hein. J'ai peut-être aussi des médiateurs ici. Donc j'ai tout ce qui est dans l'univers social, médiateurs, conseillers en réinsertion, dans les quartiers de jeunesse, dans les centres aérés, proviseurs, professeurs, animateurs, euh, surveillants dans les cours de collège et ouais. Je vais demander une synthèse ici. Quelle est la synthèse pour le choix numéro 3? Là, la tour, comment ça me parle? Ça me parle de sacrifice. Normalement, la tour, c'est... Enfin, là, dans Buffy, on a... pour ceux qui connaissent la série, en fait, elle se sacrifie. Ça serait compliqué à expliquer parce qu'en fait, le monde, il est devenu... il y a une dimension qui a été ouverte, une dimension sur une dimension avec des monstres qui sont en train
Il y a un portail qui a été ouvert et il y a des monstres qui arrivent sur la Terre. Et pour réussir à refermer ce portail, il faut une goutte du sang des Summers. Et comme Buffy, elle partage le même sang que sa sœur, qui est considérée comme une clé, qui à la base n'est pas un être humain, bah, c'est compliqué. Je suis obligée de vous expliquer pour ceux qui connaissent pas la série, comme ça vous allez comprendre. En fait, Buffy, dans une certaine saison, on voit qu'elle a une sœur, alors qu'en fait, elle n'a jamais eu de sœur. On lui a implanté des souvenirs à Buffy en lui faisant croire à elle et sa mère qu'elles ont une sœur, qu'elle a une sœur et que sa mère a une fille. Mais en fait, elle n'existe pas en tant que telle. À la base, c'est une clé. Ce sont des moines très anciens qui ont fabriqué une clé et qui, pour ne pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains, parce que cette clé, elle permet d'ouvrir des portails multidimensionnels, elle a été cachée, elle a été transformée en être humain. Et la sœur de Buffy, en fait, c'est la clé. C'est la clé qui permet d'ouvrir des portails multidimensionnels. Mais ça, elle ne le sait pas. Et quand le portail est ouvert, en fait, la seule manière de le refermer, c'est grâce à du sang. Et c'est le sang normalement de la clé. Mais en fait, Buffy, pour ne pas sacrifier sa sœur, elle décide, parce qu'elle a le sang de Summers qui coule en elle aussi, et c'est à partir de son sang qu'a été fabriquée aussi sa sœur, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Donc en fait, elles se sacrifient parce qu'elles ont le même sang. Là, ça peut parler de fraternité, de pacte de sang, des gens qui ont fait un pacte. Ça peut me parler de quelqu'un qui renonce ou qui se sacrifie à quelque chose pour une noble cause. Ça parle de sacrifice au nom d'une noble cause. Ça parle de faire le sacrifice de quelque chose, de faire le deuil de quelque chose, d'une mort qui va permettre une renaissance et une transformation. Parce que Buffy, en fait, elle va renaître parce qu'on va Enfin bref, c'est un peu compliqué à comprendre, mais d'une certaine manière, elle va renaître. Donc en fait, sa mort n'est pas inutile. Sa mort permet... En fait, dans Buffy, sa mort permet bien de choses. Elle permet des choses, en fait, au niveau de sauver le monde, au niveau de son entourage, au niveau... Enfin, ça permet tout un cheminement et ça permet la renaissance. En fait, Buffy, elle sacrifie à ce moment-là une partie de son ancienne vie, parce qu'après, elle va devenir tout autre. Quand elle va renaître à elle-même, qu'elle va sortir de la tombe, ça sera une autre personne. En fait, c'est comme si elle renaissait à la vie. C'est comme une deuxième naissance. Elle fait le deuil d'une ancienne vie et elle fait le deuil de ce qu'elle était avant. Mais en fait, elle doit en passer par là et faire le sacrifice pour se transformer, pour accueillir une nouvelle énergie en elle. C'est compliqué, hein. Il y a peut-être besoin ici de renoncer à quelque chose, de faire le deuil et le sacrifice de quelque chose. Ça peut être enfin, le deuil d'une ancienne vie, hein, le deuil d'une ancienne version de soi-même, pour renaître à soi-même. Et pour devenir cet enseignant. Je vais en rester là pour le choix numéro 3. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner des retours dans les commentaires, à me dire si ça a résonné ou pas. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, la communauté. Merci. Bye bye.